Alors, on y va. On est parti. Oui, ben voilà, quand le micro, quand ma voix commence à porter dans la salle, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Bonjour, bienvenue à la séance publique de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Je me présente, Marie Grégoire. Certains diront que je suis la voix de 8h10 avec Vincent Gratton. D'autres diront que je suis la voix et l'image du 12h30 aux ex à RDI. Ça me fait énormément plaisir d'être ici à la demande du président du conseil d'administration de la RTM, M. Pierre Schedler. Alors moi, j'ai le travail, le gentil travail, le merveilleux travail de présenter les différents éléments qui vont faire partie de cette rencontre aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter l'ordre du jour. Ça ne sera pas, c'est en même temps quelque chose qui devrait être très dans la procédure. J'ai des gardiens de la procédure, soyez sans crainte. Mais je vais vous présenter l'ordre du jour de manière un peu libre. Alors, au menu pour les 2 prochaines heures, on va avoir un mot de bienvenue, un mot du président. Et pendant ce mot-là, il y aura les modalités techniques, donc convocation, quorum, l'ordre du jour. Donc, tout ça, ça va se faire à travers l'allocution de notre président. Après ça, ça sera votre tour, parce que la raison pour laquelle on fait une rencontre comme ça aujourd'hui, c'est beaucoup pour entendre. Bonjour, Mme la mairesse. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, c'est pour vous entendre, hein? C'est pour connecter la RTM avec les utilisateurs, avec les citoyens. Alors, ce sera votre moment à vous. Je vous rappellerai au moment venu les petites règles qui s'appliquent à cette période de questions-là. Ensuite de ça, on aura une présentation du rapport d'activité et des grands dossiers qui sera présenté par le directeur général et ce sera déjà la fin. Je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté l'invitation de M. Schedler et des membres de la RTM parce que je vous dirais que la mobilité durable, c'est probablement 20% des sujets qu'on traite à la fois avec mon acolyte Vincent et mes partenaires aux ex. C'est de plus en plus un enjeu central dans la vie des citoyens. On en parle au quotidien. Évidemment, avec Yves Deshôtels, il est devenu une marque de commerce, un repère pour se déplacer dans la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est important aussi pour moi. J'aime ça vous entendre, j'aime ça connecter et voir cette interaction-là qui va se passer aujourd'hui. Et on le sait, notre région a des grands défis à relever, tant en termes de réduction de la congestion au niveau de la mobilité durable, et c'est au cœur de la mission de la RTM. Mon rôle aujourd'hui, ça va être simple, ça va être d'être un peu votre guide, puis je dirais d'être la gardienne du climat, de s'assurer que les échanges soient respectueux, bien sûr. Là, ça devrait fonctionner quand même. Alors, je disais donc que je suis la gardienne du climat et je pense qu'après plus de 10 ans aux ex, je suis convaincue aujourd'hui que c'est possible d'échanger des idées, même des idées divergentes, dans la bonne humeur et dans le respect. Alors, moi, c'est pour ça que de faire ce genre d'assemblée-là, j'aime ça parce qu'on est capable d'avoir des échanges sereins sur parfois des choses qui nous divisent ou sur des enjeux où on ne s'entend pas nécessairement. Alors, c'est un conseil d'administration public. Hein. M. Schedler, il n'est pas seul. Il est avec une équipe extraordinaire qui représente d'ailleurs la région métropolitaine, la diversité de la région métropolitaine. Alors, je vais vous présenter les gens qui forment le conseil d'administration de la RTM. M. Paul Côté, qui est directeur général. Bonjour. Monsieur Martin Danfous, qui est le maire de Varennes. Bonjour, ça fait un moment que je vous avais vu déjà. Monsieur Marc Demers, le maire de Laval. Bonjour. Madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny. Bonjour. Ça, c'est ma région d'origine. Elle sait que j'ai un petit kick pour la région de la Naudière. Monsieur Ahmed El-Ghanidi, professeur à l'École d'urbanisme de McGill. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Madame André Lafortune, professeure titulaire au HEC.
Madame Liette Leduc, qui est directrice principale aux affaires juridiques de Fonds de solidarité de la FTQ. Bonjour. Monsieur Paul Lewis, bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de l'aménagement de l'université. Non, vous n'êtes pas ça. Ah, vous êtes plus. Vous êtes ex. On aime ça, les ex. Il n'y a pas de problème. Alors, bienvenue dans mon club. Alors, mais vous êtes quand même, j'imagine, vous êtes quand même à l'Université de Montréal. Hein, quand même. Madame Diane Marleau, économiste, bonjour, vous êtes vice-présidente du conseil. Madame Valérie Plante, je ne sais pas si vous avez encore besoin de présentation là, ici, mais donc la mairesse de la ville de Montréal. Monsieur Jean-Pierre Révret, professeur associé ESG UQAM et École polytechnique de Montréal. Bonjour, bonjour. Et M. Owen Alexander Rose, architecte principal chez Rose Architecture. Je n'ai oublié personne. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir et je tiens à vous dire que vous êtes sur Facebook Live. Alors, vous pouvez faire un petit bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent à la maison. J'aimerais également, je vous ai parlé de la procédure, de l'importance donc d'une rencontre comme ça, d'avoir quand même certains guides. Alors, au niveau de la procédure, j'ai deux gardiens. Je suis bien équipée. J'ai Robert Guertin, qui est secrétaire général et directeur exécutif des affaires juridiques. Bonjour. Et il est accompagné de Sylvain Gottcher, qui est secrétaire général adjoint. Vous êtes où? Juste là, au bout de la table. Bonjour. Je veux aussi saluer Mme Pierrette Lapelle, qui est intervenante, nouvelliste, animatrice d'ateliers d'écriture, et Mme Sylvie Parent, qui est mairesse de Longueuil, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est le moment de vous présenter le président de notre conseil d'administration, M. Pierre Shedler. Ça fait plusieurs années, je pense, la première fois que j'ai croisé M. Shedler, c'était justement quand il était encore dans le secteur privé. Non, il venait de passer dans le secteur public, mais il a une longue feuille de route. Il est diplômé des hautes études commerciales de Montréal. Il détient un titre de fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés. Et après avoir œuvré, je vous le disais, hein, donc étant ambidex, il a œuvré dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public à partir des années 80. Et c'est le 31 mai 2017, ça ne fait pas si longtemps que ça finalement, que le gouvernement du Québec vous a nommé président du conseil d'administration. C'est donc votre moment, le temps de venir nous adresser la parole à vous, M. Shedler. Alors, vous voulez faire ça de là? Je vais commencer par le côté officiel du conseil avant d'aller là-bas. Alors, parfait. Je veux me joindre à vous, Mme Grégoire, bien connue, pour souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est ici aujourd'hui et qui nous écoute là, à la télévision. Alors, bienvenue à tous. C'est une séance publique officielle du conseil d'administration. Sur ce, compte tenu que c'est une séance officielle, je vais demander à mon secrétaire général si on a quorum. Je vous confirme le quorum, M. le Président. Merci beaucoup. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Mme Marleau, M. Demers. Alors, merci beaucoup. Alors, on serait rendu, dans le fond, à ma présentation. Alors, je vais aller me rapprocher. Alors, rebonjour à toutes et à tous, et je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour discuter avec nous et nous laisser vous présenter le fruit de notre travail depuis la dernière année. Chers élus et collègues du Conseil, merci aussi de vous prêter à cet important exercice qui nous permet de rencontrer la population de la région et de répondre à leurs questions. Finalement, je salue les gens qui nous écoutent en direct. C'est avec honneur que je me fais la porte-parole des membres du conseil d'administration en vous souhaitant la bienvenue à cette séance publique, un exercice qui se veut transparent et proactif. Je prendrai les prochaines minutes pour revenir avec vous sur le travail mené par les membres du conseil d'administration, car la réalisation de la mission d'autorité ne serait possible sans l'engagement dont font preuve ces administrateurs en veillant à la bonne marche et à l'avancement des dossiers majeurs de l'organisation. J'aimerais d'ailleurs leur exprimer ma reconnaissance pour les efforts et la vision dont ils ont fait preuve tout au long de l'année. Également, je profiterai du moment qui m'est réservé aujourd'hui pour vous donner un aperçu des états financiers de 2018
pour parler du plan d'initiative de développement de transport collectif 2018-2021 et finalement faire le survol de ce qui nous attend en 2019. Alors que les projets de développement des services en transport collectif se multiplient et que la nouvelle gouvernance connaît ses premiers succès, nous poursuivrons en 2019 l'élan amorcé lors de la création de l'autorité. 2 ans seulement depuis sa création. Quand on y pense, on réalise l'ampleur du travail accompli par les équipes et le Conseil pour mettre en branle des initiatives et des projets qui amélioreront la mobilité des personnes dans la région. L'ARTM et son Conseil sont en mode action. Maintenant, voici les thèmes que je veux aborder avec vous. Dossier traité par le Conseil d'administration et ses comités, aperçu des états financiers 2018, le plan d'initiative de développement de transport collectif 2018-21 et ce qui nous attend en 2019. Conformément aux articles 56 et 58 de la Loi de l'autorité, le Conseil d'administration est composé de 4 comités, le Comité de gouvernance, d'éthique et des ressources humaines, le Comité de vérification et des finances, le Comité de suivi des projets et des technologies et le Comité chargé de la qualité des services aux usagers et des services de transport collectif. Les comités et le Conseil d'administration se sont rencontrés 102 fois cette année, 16 rencontres du Conseil. Vous pouvez imaginer le travail qui a été accompli. Maintenant, regardons ce qu'ont fait un peu chacun des comités. Le Comité de gouvernance, d'éthique et des ressources humaines, qui est présidé par Maître Liette Leduc, se sont penchés sur le plan d'effectifs, la définition de la mission et des valeurs de l'organisation, la nomination des membres des comités pour 2018, la politique de ressources humaines, la révision du règlement intérieur et des codes d'éthique et beaucoup d'autres choses. Quant au comité de vérification et des finances qui est présidé par Mme André Lafortune, qui est FCPA, eh bien, ils ont abordé les dossiers politique de financement, budget 2019, refonte tarifaire et grille tarifaire, préparation des états financiers 2018, politique relative au signalement de fraude et d'irrégularité et mesures d'atténuation du REM. Vous pouvez imaginer le nombre de discussions qu'on ne peut avoir. Quant au comité de suivi de projet des technologies qui est présidé par Mme Diane Marleau, qui est aussi vice-présidente du Conseil, bien, le comité s'est penché sur le SRB P9 qui est en construction, prolongement de la ligne bleue du métro qui est très avancé au dossier d'affaires, entente de services de transport collectif avec les OPTC que nous avons signé, le PIDTC 2018-21 que j'aborderai tantôt, et les projets annoncés dans le budget 2019-2020 du gouvernement du Québec. Quant au comité chargé de la qualité des services qui est présidé par M. Jean-Pierre Évray, ils se sont penchés sur les dossiers de billetterie métropolitaine, enquête origine-destination 2018, les perspectives de développement durable de l'autorité, l'évolution de l'application mobile Chrono, harmonisation des normes de sécurité de comportement à bord et mobilité des personnes avec des limitations fonctionnelles. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travail a été réalisé par les comités et par les membres du Conseil au cours de la dernière année. Maintenant, permettez-moi de vous présenter très brièvement les résultats 2018 que vous pouvez consulter sur notre site. Comme vous pouvez voir à l'écran, vous avez des revenus de 2 250 millions qui excluent même le budget d'immobilisation pour atteindre un budget de 3,2 milliards. Donc, c'est des sommes quand même très significatives. Et le gouvernement du Québec, lui, il contribue à la hauteur de 35 % de financement. Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 2 159 millions. Comme vous pouvez voir, ces ententes de services de 2 100 millions qu'on peut dire qui sont pour les OPTC et pour la livraison de services. Maintenant, parlons du plan des initiatives 2018-2021 qui, dans le fond, a un horizon de 0 à 10 ans parce que c'est ce qu'on veut faire à court terme en attendant l'adoption du plan stratégique de développement. Le Conseil voulait agir rapidement et maintenant et pas attendre le plan stratégique qui, bien sûr, va venir s'intégrer
le plan d'initiative avec le plan stratégique. Parmi les points qui ont été soulignés dans le plan d'initiative, vous avez la mise en service du REM, vous avez le réseau d'autobus rapides et fréquents, l'aménagement de voies réservées dans les axes autoroutiers Laval, Longueuil, Couronne-Nord, Couronne-Sud. C'est énormément d'ouvrages en termes, je dirais, de travail, de suivi. Depuis le budget 2019-2020, ce sont des projets qui étaient déjà intégrés dans le plan d'initiative, mais que le gouvernement a décidé d'aller plus rapidement. Vous avez l'axe de prolongement de la ligne jaune du métro, donc vers Longueuil. Donc, c'est un projet de plusieurs millions. Et évidemment, s'il se concrétise, ça va être des milliards. Et donc, il est au niveau du dossier d'opportunité, comme le boulevard Tachereau, l'axe du boulevard Tachereau. Là aussi, on a un dossier d'opportunité. L'axe de la rue Notre-Dame, la même chose. On a un autre dossier d'opportunité. Et on a une étude complémentaire pour répondre aux enjeux de congestion de la ligne orange et Berry-UQAM, que je pense que la mairesse de Montréal a à cœur beaucoup. Et je pense qu'on va faire toutes les études et on verra les résultats et les suites qu'on va y donner. Ça va être fait au cours de la prochaine année. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend en 2019? Eh bien, le plan stratégique de développement de transport collectif, un collègue, là, M. Bergeron, qui y travaille très fort avec son équipe. Donc, il y a beaucoup de consultations que vous avez peut-être déjà participé. Vous avez la réforme tarifaire aussi, qui est dirigée par M. Bergeron. Donc, ça aussi, ça va être beaucoup d'ouvrages au cours des prochains mois. On sait que ce sont des dossiers qui sont sensibles. Il y a aussi de revoir la politique de financement, un autre gros dossier. Vous avez un plan des initiatives de transport collectif, ce qu'on a parlé tantôt. Eh bien, les dossiers se poursuivent, ne sont pas terminés, donc s'assurer que ça va bien se terminer et poursuivre les initiatives de dossiers d'opportunité que le gouvernement a annoncés en 2019-2020. Alors donc, pour les prochaines années, pour le dossier d'opportunité qui va venir sûrement changer un peu ce qui se passe au niveau du transport collectif dans la région de Montréal. Alors, pour toute l'organisation et le conseil d'administration, l'année 2018 a été une année d'action. Plusieurs dossiers d'importance pour la région ont été menés de front. Et ce, après seulement 2 années d'existence. Des fois, on est exigeant envers l'autorité. On existe uniquement depuis 2 ans. Nous reconnaissons d'ailleurs les efforts que cela demande pour une si jeune organisation et à son équipe interne. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne séance. Oui. Merci. Merci beaucoup, M. Shedler. Effectivement, je pense que la RTM n'a pas chômé depuis 2 ans parce que je vois qu'il y a de la planification à court terme, de la vision à long terme. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on souhaite de la vision à long terme dans la façon de penser notre mobilité. Alors, c'est ce que vous êtes en train de mettre ensemble, de faire arriver, de faire atterrir ensemble. Et ça, c'est de la tarification jusqu'à la livraison de moyens très concrets. Alors, bien, je pense que le plan d'action est comme bien dressé et je pense que vous ne chômerez pas pour les années à venir non plus. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est maintenant votre moment, bien, ou presque. Parce que, je dis ou presque, parce que oui, on arrive au point 2 de l'ordre du jour et c'est le moment de prendre vos questions. Mais avant, je veux juste vous rappeler un peu les règles de fonctionnement. Alors, dans le but de favoriser la participation de tout le monde, évidemment, on vous a demandé de pré-inscrire vos questions. Il y a des gens qui l'ont fait en ligne, il y en a d'autres qui l'ont fait directement ici. Et donc, on va pouvoir procéder dans l'ordre dans lequel les questions ont été inscrites à la fois sur Internet et lors de la préinscription. Je vous ai dit qu'il y avait des règles, il ne faut pas vous inquiéter. C'est le gros bon sens qui va prévaloir. C'est juste que c'est important de mettre en place certains guides. Alors, la période des questions est prévue pour 60 minutes. Seules les personnes inscrites, comme je l'ai dit tantôt, ont le droit de poser leurs questions. J'ai la liste des questions qui sont juste ici. Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Je vous appellerai 3 à la fois. Mais si jamais vous êtes trop timide et que vous présentez au micro là, ça vous rend mal à l'aise, mais que vous avez vraiment envie de poser votre question, vous levez la main. On a un micro ici. J'irai vers vous. On est là pour s'assurer que le contact puisse se faire.
Alors, lorsque vous allez être nommé, je vais vous inviter à vous présenter au micro, mentionner si vous présentez un groupe, parce que des fois, ça nous aide aussi dans la façon de pouvoir répondre aux questions. Faites les préambules les plus courts possibles. Moi, je vous dirais, je suis une fille de com. C'est comme ça qu'on arrive habituellement à avoir les meilleures réponses. Quand on est en animation, ça marche relativement bien. Des courtes questions percutantes, pas trop de préambules, c'est assez donc, déplacer. Votre question doit se rapporter à une matière, évidemment, d'intérêt public qui va dans les compétences de la RTM. Donc, il faut être dans le champ de compétences de la RTM pour pouvoir peut-être avoir des réponses qui sont claires, évidemment. Je l'ai dit, une seule question. Les questions vont être accueillies par le président ou le directeur général, mais, évidemment, il y a un bel adage qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, ils ne sont pas seuls pour répondre aux questions. Ils sont accompagnés par des experts. Je vais vous les présenter, ces experts. Donc, Daniel Bergeron, qui est directeur exécutif planification et transport et mobilité. Bonjour. Maître Amélie Chartier-Gabelier, conseillère juridique. Bonjour. Frédéric Côté, analyste principal développement des réseaux. Bonjour. Ah, vous aviez manqué votre place. Vous pouvez venir vous rejoindre. Venez rejoindre la ligne des experts. Allez, quand même. Être là avec tout le monde. Ça fait partie des timides. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il était plus timide, d'ailleurs. Je m'excuse. Ça va l'aider, ça. Je vous ai pas mis à l'aise, là, 2020. C'est ça. Je m'excuse. Ludwig Desjardins, directeur adjoint planification stratégique, tarification et financement. Benoît Gendron, directeur exécutif relations exploitants et gestion des infrastructures. Lilia Guerriani, conseillère planification stratégique. Maître Sylvain Gotcher, qui est donc secrétaire adjoint et conseiller juridique. Rebonjour. Manon Lavoie, chef des ressources humaines. Bonjour. Annie Schanzenbach, qui est directrice exécutive finance et trésorerie. Bonjour. Et Marik Tremblay, directrice exécutive affaires publiques, marketing et expérience client. Bonjour. Alors, comme vous voyez, on devrait être en mesure de pouvoir répondre aux différents volets de vos questions. Comme c'est une séance publique, il y a aussi certaines règles qu'on peut appliquer. Le président a le droit, à tout moment, de dire qu'une question est irrecevable. Pourquoi il pourrait dire qu'une question est irrecevable? Bien, ça pourrait être, par exemple, que le dossier est devant les tribunaux. Alors ça, on ne peut pas commenter des dossiers qui sont devant les tribunaux. Si la question porte sur des travaux dont le rapport n'a pas encore été déposé au Conseil, évidemment, ça reste des travaux qui sont en cours, donc on n'a pas encore les conclusions. Si les renseignements demandés ne peuvent pas être colligés qu'à la suite d'un travail considérable. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore toutes les données. Et si jamais c'était contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés. Ça, c'est les règles de base. Mais moi, j'ai vu certaines questions, puis je peux vous dire qu'à date, elles se qualifiaient pas mal bien. Il faut noter aussi que l'autorité va demeurer disponible pour répondre à vos questions si jamais il est impossible de faire le tour de toutes les questions qui avaient été déposées. Il suffira de consulter la section « Nous joindre » sur le site ARTM Québec ou encore de contacter l'ARTM à travers les réseaux sociaux. Alors, vous êtes prêts? Alors, je vais faire l'appel. La première personne qui s'était inscrite en ligne n'était pas encore là tantôt, mais peut-être qu'elle s'est jointe à nous depuis ce temps-là. Rachid Axous. Alors, c'est moi qui va jouer le rôle de monsieur Axous. Sa question portait sur la gratuité du transport pour les aînés. Alors, Monsieur Côté, peut-être que vous pouvez nous orienter là-dessus. Qu'est-ce qu'il y en est de la gratuité du transport pour les aînés? En fait, la réponse est plus large que simplement pour les aînés. M. Chadler en a parlé, j'en parlerai tout à l'heure. On a entamé au cours de l'année le processus de refonte tarifaire. Et ce n'est pas un exercice qui se fait à la pièce, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas seulement un ou deux éléments de la structure tarifaire ou de l'enjeu tarifaire. Ça fera partie des réflexions, à savoir est-ce que ce genre de politique-là est applicable ou souhaitable, plutôt souhaitable, et comment ça s'intègre dans l'ensemble de la refonte. Alors, ça s'appliquera à d'autres choses aussi. La tarification sociale en fait partie, celle-ci également.
Donc, une réflexion qui est déjà en cours et qui va inclure ce volet-là de la gratuité pour les aînés. Lorraine Guillet, est-ce que Mme Guillet est ici? Oui, allez-y. J'avais dit que je vous appellerais 3 par 3, mais comme M. Axus et Mme Guillet n'étaient pas arrivés tantôt, j'avais pris un petit moment. Alors, pour les prochains, je vous promets de le faire. Allez-y, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Moi, je fais partie du réseau éco-citoyen de Saint-Lambert et j'ai des gens qui sont mes concitoyens qui ont posé une question sur le babillard. Et puis, j'ai dit, moi, je fais partie du comité de mobilité, je vais poser la question. Alors, il s'agit de... les gens se demandent pourquoi il n'y a pas de train Montréal-Saint-Hilaire entre 18h et 19h45. Les gens qui finissent plus tard que 17h, parfois, ils sont un peu juste pour prendre le train de 6h. Et ensuite, ils sont obligés d'attendre beaucoup plus longtemps pour attendre le prochain. C'est sûr que Saint-Lambert est à portée de métro de Montréal, donc ils peuvent toujours se rabattre sur le métro, sauf que des fois, c'est embêtant quand on préfère prendre le train. Et ça s'adresse aussi aux gens qui font toute la ligne de Saint-Lambert, Montréal-Saint-Hilaire, pardon. Bien, tout d'abord, je réside à Saint-Lambert, donc c'est Enchanté, la plus belle ville de Rive-Sud. Excusez-moi, monsieur. Là, la chicane va Excusez-moi, prendre monsieur les rivalités. Les rivalités mais c'est une très bonne question. Puis effectivement, la problématique, elle est relativement simple à expliquer. D'abord, on n'est pas propriétaire d'infrastructures. Oui, on sait. Vous le savez. Donc, les places qui nous sont allouées sur les voies du Canadien national sont limitées. Le matériel roulant également est un enjeu parce qu'il y a des problèmes, pas des problèmes, mais des enjeux de cycle de voitures et de rames de train. Mais essentiellement, ce sont les deux raisons principales. C'est surtout la question de l'accès. Vous savez, la voie du CN qui dessert Saint-Lambert est la voie qui relie l'Est du Canada à l'ensemble du réseau. Et si vous avez été pris au passage à niveau comme moi, souvent, avec les longs trains de 2-3 km, là, alors c'est une question simplement qui est aussi simple que ça à répondre. La capacité de l'infrastructure et à la disponibilité de matériel. D'accord. C'est tout. Il y en avait déjà eu des trains un peu plus tard que 18 vous savez, heures? oui, il y en a eu, c'est ça. Effectivement, il y a peut-être moyen de réajuster les horaires jusqu'à un certain point, mais les fenêtres de fréquence sont ce qu'elles sont actuellement. Puis, je vais juste compléter. À supposer qu'un sondage des usagers dirait qu'il aimerait mieux en avoir un à, mettons, 18h30 qu'un à 19h45, est-ce qu'il y aurait possibilité de... Oui, ça peut toujours être regardé, mais encore une fois, c'est la question de la disponibilité de la voie. Si pour une raison ou une autre, parfois, ça semble un peu difficile à croire, mais 10 ou 15 minutes font la différence pour avoir l'opportunité d'y passer. Bien, je sais, j'habite au centre-ville de Saint-Lambert, puis on les entend, les trains. On sait qu'il y en a pas mal trop. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, Mme Guillet. C'est probablement un dossier qui sera suivi au réseau éco-citoyen de Saint-Lambert. J'inviterai maintenant Mariano Van Tresca. Bonjour. Donc, vous aviez inscrit votre question en ligne. Moi, je pose une question comme citoyen. Oui. Tantôt, vous avez parlé du prolongement de la ligne jaune vers Longueuil. Avez-vous pensé de prolonger la ligne de Berry-UQAM jusqu'à McGill, tout en indiquant les problèmes actuels au niveau de Berry et de la ligne orange? Oui, bien, effectivement, dans le contexte, M. Shedler a fait référence tout à l'heure, une des initiatives était l'analyse que l'on fait de l'engorgement de la ligne orange et l'engorgement de Berry-UQAM. Alors, dans cette étude-là, on va prendre ces aspects-là en considération. On va étudier cette situation-là pour voir est-ce que c'est dans le contexte de cette étude-là, est-ce que c'est avec le contexte du prolongement possible de la ligne jaune. Il y a deux initiatives qui interpellent Berry-UQAM. Parce que le ministre, le ministre du Transport commun avait dit que la ligne jaune était pour Longueuil, pas pour Montréal. Oui, bien, effectivement, le prolongement, ce qu'on étudie actuellement, c'est le prolongement de la ligne jaune à Longueuil dans le territoire de Longueuil. Oui. Mais il y a un enjeu également de congestion à Berry-UQAM qui a été soulevé par la STM, par la Ville de Montréal. Et dans l'étude qui traite de l'engorgement de la ligne orange et de Berry-UQAM, cet aspect-là va être considéré.
parce qu'elle pourrait aider beaucoup. Absolument. C'est une très bonne, suggestion. très bonne suggestion, puis ça fait partie des études. Merci beaucoup, Oui, M. merci. Van Tresca. Merci infiniment. J'inviterai maintenant Axel Fournier, puis je vais aussi demander donc aux prochains intervenants, Ghislain Laframboise et Laurel Thompson, à peut-être se présenter au micro. Monsieur Fournier, vous êtes de l'ATCRS. Oui, c'est pour Association de transport collectif de la Rive-Sud. Ma question est simple, mais ça prend quand même un petit préambule pour l'expliquer. Je sais que M. Danfos est au courant, parce que j'en parle souvent au conseil municipal à Varennes, mais là, c'est ma chance de le poser à l'autorité qui est compétente. Donc, il faut comprendre qu'en 2015, quand il y a eu le projet de loi 76 qui a été déposé à l'Assemblée nationale, on s'est rendu en commission parlementaire pour expliquer à M. Poitier, qui était ministre des Transports, la situation suivante. À Boucherville, il y a au coin de la route 132 et du boulevard de Montbrun un arrêt dans lequel tous les autobus qui partent de Varennes, de Sorel, passent, peuvent débarquer des gens, mais ne peuvent pas embarquer des gens pour aller à Longueuil. Inversement, au retour, c'est la même chose. Cet arrêt-là peut servir pour embarquer des gens vers Varennes, vers Sorel, mais pas pour débarquer des gens de Boucherville qui veulent revenir de Longueuil. Il n'y a aucun arrêt du réseau de transport de Longueuil à moins d'1 kilomètre de ce point-là, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de concurrence avec le RTL si jamais on décidait d'offrir un service pour les Bouchervillois à cet endroit-là. À l'époque, M. Poitier nous a dit qu'il y en a une possibilité dans le projet de loi 76, c'est la notion de service express métropolitain. Et plus tard, en 2017, la CMM a adopté la résolution CE-110, résolution qui annexait une liste de services de lignes qui devaient être désignées comme express métropolitain. Dans cette liste-là, il y avait les lignes 700 et 720 d'Exo Sorel-Varennes. Or, la liste finale, selon ce que la CMM demandait, devait être adoptée d'ici le 31 décembre 2018. Or, je constate qu'au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de possibilité de débarquer quand on est de Longueuil pour aller à Boucherville et vice-versa au retour. Donc, ce que je me demande, c'est comment la RTM justifie-t-elle son inaction par rapport à cette question-là et qu'est-ce qu'elle entend faire là, dans l'avenir pour régler le problème et respecter aussi la demande de la CMM de désigner ces lignes-là comme express métropolitain. Bon. Merci beaucoup, M. Fournier. Alors, je vais commencer la réponse, mais Daniel Bergeron va la compléter. L'an passé, la question avait été posée. Je pense que dans ce cas-là, l'an passé, c'était un arrêt à Saint-Bruno ou quelque chose comme ça. Et moi, j'étais relativement nouveau. J'avais 1 an d'expérience à la RTM. Puis, naïvement, j'ai dit, ça devrait être relativement simple à régler. Alors, je suis retourné au bureau et j'ai dit, on devrait être capable de régler ça. Donc là, ils m'ont dit, assis-toi, là, on va te faire un petit 101 sur ce genre de problématique-là. Et effectivement, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais anticipé. Daniel peut vous expliquer les tenants et aboutissants d'une situation comme ça qui n'est pas unique, mais qui ne peut pas se régler à la pièce. Alors, je vais le laisser vous expliquer ce qu'on a fait depuis, parce qu'on a été actifs quand même. Partant de là, effectivement, la situation n'est pas unique. Donc, le premier travail qu'on a fait via le plan stratégique de développement, on en a parlé, qui est en élaboration, c'est d'identifier tous les endroits où des circuits express pourraient être pertinents sur cette question-là, mais aussi sur l'ensemble de l'organisation des services. Donc, ce travail-là est en train de se faire. On va partir en consultation sur les éléments du plan au cours de l'automne. Donc, cette question-là va en faire partie. Donc, avoir une approche cohérente et métropolitaine plutôt qu'à la pièce, strictement pour le cas de Boucherville. Deuxième aspect de la question, au-delà de laisser embarquer les gens, quels tarifs on leur charge? Est-ce qu'on demande un titre de Longueuil, un titre de Boucherville? Il y a encore plein de titres différents qui existent dans la région de Montréal, qui sont autant de barrières tarifaires. Donc, via la refonte tarifaire, c'est un élément de simplification qu'on veut régler pour éliminer cette barrière tarifaire-là, pour permettre aux gens de pouvoir utiliser différents services selon une même logique tarifaire. Donc, on le regarde via le plan stratégique pour s'assurer d'avoir une cohérence d'organisation des services et via la tarification pour le système tarifaire. Si vous me permettez, juste une petite complémentaire. Juste rapidement pour laisser... Moi, ce que je comprends de votre réponse, en fond, c'est qu'au lieu de pouvoir régler, vous voulez régler le problème sur l'ensemble du territoire, mais il n'y aurait pas moyen, de façon transitoire, de juste permettre aux gens d'embarquer avec les titres actuels, parce qu'il y en a qui veulent le faire, puis juste, à tout le moins, permettre aux usagers d'offrir le service à titre transitoire en attendant que ça soit réglé de façon générale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plonger sur cette question complémentaire? Bien, en fait, ça paraît simple comme ça, mais disons que je suis à Boucherville, je veux embarquer dans le circuit d'autobus et j'ai un titre du RTL, bien, je ne peux pas embarquer. Des appareils qui sont montés à bord des autobus ne permettent pas de valider un titre. Par exemple, des circuits de l'ex-CT Sorel-Varennes. Donc, dès l'entrée, il y aurait un blocage. Il faut modifier les systèmes de vente et perception. Comment on va les modifier? Mais c'est en fonction des paramètres de la refonte. Spécifiquement sur ce cas-là, ça a l'air simple, mais on a à peu près 2500 autobus qui circulent avec tous leurs paramètres.
Merci beaucoup, merci. Alors, Ghislain Laframboise, Oui, bonjour. vous êtes là à titre de citoyen. Oui, moi, c'est pour savoir c'est quand est-ce qu'on va avoir un plan de match global pour l'ensemble de la région de Montréal avec tous les projets qu'on prévoit à court, moyen et long terme. Et puis l'intégration, puis avec les budgets, les échéanciers, qui comprend tout l'ensemble des... Mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est le plan stratégique là, qui est travaillé. Alors donc, ça va aller à la fin de l'année, début de l'autre année. Mais on a déjà, au niveau du plan d'initiative de transport collectif, déjà beaucoup de choses qui sont sur la table, qui sont publiques. Mais je vous dirais là, que probablement qu'au cours de 2020, on va être capable d'avoir une vision globale de tout ça. Et ça, sur une période quand même relativement longue. Ah, là, oui, donc le avec plan une vision- stratégique, il n'y a rien qui nous arrête. Nous autres, c'est pour 30 ans. 30 ans. Merci beaucoup, M. Laframboise. Laurel Thompson, de Transparence. Oui. Voilà. Oui, bonjour. Madame la mairesse a dit qu'elle préfère que s'il y a les prolongements du REM à Laval ou à la rive sud, elle soit sous la direction de la ARTM, pas une autre entité comme la Caisse de dépôt. Qu'est-ce que vous faites pour assurer que vous continuez à faire les grandes décisions concernant le transport collectif sur l'île de Montréal et qu'une entité privée ou le gouvernement provincial n'usurpe pas votre autorité? Merci beaucoup, Mme Thompson. M. Shedler? D'abord, on est d'accord avec la mairesse. C'est pourquoi on va Oui, commencer. oui. Alors, donc, on est d'accord avec la mairesse. Je pense que c'est à l'autorité de voir à l'organisation globale du système dans la région métropolitaine. C'est vrai qu'il y a eu une intervention ad hoc du gouvernement avec la Caisse de dépôt, mais on y participe. On a fait aussi, on s'est adressé au gouvernement pour être plus impliqué dans ces dossiers-là. Puis je pense que ça va être entendu. Mais évidemment, c'est à nous de faire le travail de planification de Laval. Ici, on est d'accord avec ça. On a sensibilisé le gouvernement avec ça, qui a été très réceptif. Oui, parce qu'il y a un grand problème à Toronto maintenant, avec le gouvernement provincial dirige les choses pour le transport commun à Toronto. Et nous ne voulons pas la même chose ici au Québec, à Montréal. À Toronto, vous avez Metrolinx qui s'occupe de ça, qui est évidemment, c'est un peu l'équivalent de l'autorité. Mais disons, je ne pense pas que le gouvernement du Québec veut passer par-dessus l'autorité comme il se fait à Toronto. Ce n'est pas ce que j'entends. Ça vous rassure? Merci. Oui. Merci beaucoup. Louise Giroux du réseau Éco-citoyen de Saint-Lambert. Bonjour. Oui, bonjour. Ma question porte sur le stationnement incitatif gratuit à la gare Exo à Saint-Lambert, qui, comme vous le savez, est situé dans un secteur résidentiel. Une de vos missions est le financement du transport collectif. Alors, j'aimerais savoir comment justifiez-vous le fait de faire payer le prix du stationnement gratuit à tous les utilisateurs? Pour parodier une certaine émission, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Il y a le coût d'implantation du stationnement, le coût d'entretien, puis même dernièrement, on a ajouté un voiturier. Tous les usagers paient pour ça. Autant les usagers qui utilisent des moyens éco-responsables pour se rendre à la gare que ceux qui viennent en auto-solo. Puis en plus des coûts monétaires, comment justifiez-vous aussi les coûts environnementaux? Il s'agit d'un îlot de chaleur, il y a la pollution sonore, la pollution atmosphérique pour tous les résidents qui restent dans le secteur résidentiel adjacent à la gare. Puis je voudrais savoir, en dernier lieu, en ce qui a trait au rabattement à la gare, comment vous prévoyez répondre à votre mission de promouvoir le transport en commun collectif et non de promouvoir l'auto-solo, et ceci dans une optique de développement durable? Merci beaucoup, Mme Giroux. Monsieur Côté, c'est tout un menu? Oui, mais c'est tout un menu? Disons que ça revient régulièrement. Oui. Bon, bien, écoutez, la question du stationnement gratuit, c'est une question de politique corporative qu'on a adoptée il y a plusieurs années. Il y a eu des tentatives de fait, à un certain moment donné, sous l'égide de l'AMT, de faire des stationnements payants avec place réservée. Et ça s'est avéré une expérience non concluante.
Les stationnements, que voulez-vous, vous dites que ce sont des îlots de chaleur. Oui. Bien sûr, ce sont des répertorié, espaces. en tout cas, comme îlots de Il faut chaleur, quand même cet donner la endroit-là. possibilité aux gens de venir à nos gares pour se stationner. La décision d'offrir un service de voiturier à la gare de Saint-Lambert a été motivée par le fait qu'on avait besoin d'espace, on avait plus de place. On n'avait pas de place pour construire de stationnement additionnel. On ne voulait pas construire de stationnement étagé, pour des raisons évidentes. Et on a fait l'expérience du stationnement avec service de voiturier, qui s'est avéré, vous le savez si vous y allez, là, très, très, très populaire. Mais c'est le même espace qui existait avant, mais ça permet à beaucoup plus d'usagers d'y venir. Alors... mais je vous dirais que c'est de la pollution, toutes ces autos-là qui viennent en auto solo. Là. Oui, c'est bien Puis sûr, votre vous avez mission, raison. c'est de promouvoir le transport en commun, C'est ça. pas l'auto solo. Oui, vous avez bien raison là-dessus. Je peux pas, sur les faits, je ne peux pas argumenter avec vous. Par ailleurs, il faut prévoir des facilités d'accès et c'est un peu illusoire de penser que tout le monde se rendrait à nos gares, soit en transport collectif ou en transport actif, vélo, marche ou quoi que ce soit. Il faut prévoir et donner la chance à des gens qui n'ont pas cette possibilité de venir s'y stationner. Et c'est ce qu'on fait dans le cas des stationnements incitatifs. Okay. Mais est-ce Puis, que vous prévoyez d'autres mesures en transport en commun? Il y a à peu près 2 % des usagers qui viennent avec l'autobus. Ouais. Vous mettez plus d'efforts à promouvoir l'auto solo qu'à promouvoir le transport en commun, en tout cas, selon ma vision, pour ce stationnement-là. ouais, bien, peut-être dans ce cas ici, vous avez raison que les services du RTL, quand même, desservent la rue Notre-Dame, la rue Victoria, vous le savez, desservent la rue Victoria à proximité de la gare. Donc, il y a moyen pour des gens qui sont dans l'axe du boulevard des Aulniers, toutes ces choses-là, d'y arriver et de pouvoir venir prendre le train. C'est vrai que ce n'est pas un service aussi développé que la STM, mais on est à Saint-Lambert. Là, Alors, Mme Giroux, je vous ai Merci. permis 2 complémentaires, un peu comme à l'Assemblée nationale, mais c'était sur le même sujet, donc vous respectiez les règles. Merci beaucoup pour votre question. Maintenant, je vais inviter les 3 prochains intervenants à se préparer mentalement et à François Pépin de prendre le micro. Il sera suivi de Louise Girard et de Denis Côté. Alors, François Pépin de Trajectoire Québec. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, depuis le 28 février 2019, il y a eu divulgation des grandes lignes des mesures d'atténuation lors des travaux du REM, surtout de la fermeture du tunnel du Mont-Royal en janvier. Mais les citoyens demeurent inquiets et aimeraient avoir plus de précision assez rapidement pour effectivement planifier leur automne et leur hiver en termes de mobilité quotidienne. Juste remarquer que le 2 mai, le MTQ a annoncé les travaux à Hippolyte et déjà le détail des mesures d'atténuation était communiqué. Alors, est-ce que vous pensez que ça serait possible que pour rassurer les citoyens, avant les vacances estivales, ils aient plus d'informations sur ce qui est prévu? Monsieur Côté. Oui, regarde mon collègue du ministère. Le principe est valable. Là. Il faut effectivement trouver une façon de communiquer le plus rapidement possible. On essaie de le faire de façon cohérente un peu avec l'ensemble des partenaires, incluant le ministère. Et toute la structure de communication, le processus de communication, on est en discuter. On est à finir les derniers détails là, pour être capable de donner quelque chose de pratico-pratique aux citoyens, pas quelque chose de vague. Et le plus tôt possible que ça va être disponible, ça va être rendu public, ce sera probablement à la rentrée d'automne. Vous comprendrez que les gens demeurent extrêmement inquiets. Absolument. Ils risquent d'avoir des vacances agitées. Oui, mais au moins, quand on pourra communiquer les détails à l'automne, ils seront complets, puis ils seront en mesure de savoir exactement de quoi ils retournent. Il y a quand même plusieurs mesures qui sont encore pas nécessairement en évaluation, mais en réflexion là, pour la mise en place éventuelle. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Pépin. Madame Louise Girard de l'ATCRS. Bonjour. Le réseau de transport collectif a été construit de façon intermodale. Le mode léger, comme l'autobus, permet d'effectuer un rabattement vers le métro ou le train. Pourtant, la grille tarifaire actuelle impose un tarif plus élevé à l'usager qui utilise certains modes de transport. Prendre aller-retour le train de Saint-Bruno à Saint-Hubert coûte 14,50 $ contre 6,50 $ en autobus. Si le train coûte plus cher que l'autobus, on se ramasse dans une situation où les plus démunis vont s'entasser dans des bus pendant que les plus riches vont avoir des trains vides pour eux.
Est-ce que la RTM exclut de retenir le critère de la tarification par mode dans l'établissement de son futur cadre tarifaire? Pour l'instant, on n'exclut rien. Pour la consultation publique qu'on va mener sur différents scénarios de rapport tarifaire. Et donc, c'est suite à la consultation publique qu'on pourra collectivement retenir ou non certains aspects. La tarification par mode, la tarification par zone, un mélange des deux. Encore une fois, avant la consultation, on n'exclut pas vraiment ces paramètres-là. On va plutôt les soumettre en consultation pour avoir une opinion publique, je vous dirais, assez large de ces questions-là. Ça devrait se faire au cours de l'automne prochain. OK. Est-ce que vous avez une idée du mois à l'automne? Novembre? Non, octobre-novembre. Oui. C'est ça? OK. J'aurais espéré une date, mais... On n'a pas encore de date et on va fonctionner de différentes façons, des rencontres présentielles, mais aussi consultations larges par plateforme web, entre autres, pour permettre aux gens de choisir leur mode d'interaction avec nous. D'accord, merci. Okay? Merci beaucoup, Mme Girard. Denis Côté, mais j'en profite déjà pour dire à Francis Lapierre, Jean-Michel Laliberté et Mathieu Vic qui seront les prochains intervenants. La parole est à vous. Alors, bonjour. Alors, pour l'occasion, je peux me présenter comme un amateur de monorail. Alors, c'est un moyen de transport qui ne coûte pas tellement cher à construire, qui ne prend pas de place sur les terrains et qui est très économique à opérer. Alors, il y a un projet de monorail qui a été proposé pour le parc Jean-Drapeau l'année passée par des promoteurs privés. Le projet, le monorail aurait parti ou partirait du Palais des Congrès d'ici et irait plus vers l'est, reviendrait par le Vieux-Port, irait jusqu'à Griffintown, revenir par la Cité du Havre, irait faire un tour du parc Jean-Drapeau. Alors, les promoteurs l'ont offert à la Ville gratuitement, c'est-à-dire qu'ils l'auraient construit à leurs frais, 1,1 milliard, et ils l'auraient opéré pendant 30 ans. Ensuite, l'auraient donné à la Ville. Alors, ma question, c'est croyez-vous qu'un tel projet, s'il se concrétise, devrait faire partie du réseau de la STM ou être opéré de manière privée, telle la Grande Roue du Vieux-Port? Monsieur Côté. C'est Monsieur Vous n'avez Côté pas de qui rencontre micro? Monsieur Vous n'avez Côté, pas de micro? finalement. On va laisser ça à la Ville de Montréal. Non, bien, en fait, écoutez, d'abord, je n'avais jamais entendu parler de ça personnellement. Là. Peut-être le mairesse peut répondre. Moi, je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais entendu parler de ça, ce projet-là. Si jamais ça arrivait, la gouvernance et la responsabilité dépendraient de beaucoup de facteurs. Un PPP, opérateur privé, STM, c'est des questions qui viendraient avec le temps. Là. Mais non, pour le reste, là, je ne peux pas répondre. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien, merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est un projet, entre autres, qui a été proposé à différentes, via Tourisme Montréal, entre autres, qui s'est rendu également à la Ville de Montréal, mais qui, à ce moment-ci, est loin d'être concret. J'aime bien la façon dont vous le présentez. Là, c'est comme un rêve. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y a toujours des tenants et aboutissants, ou du moins, le diable est dans les détails, comme on dit. Mais écoutez, si ce projet-là devait se concrétiser, parce qu'honnêtement, je n'ai pas les dernières nouvelles, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait voir comment ça s'intègre dans l'offre de transport qui tend à se multiplier, et c'est tant mieux. Là. Je pense qu'on aime l'idée d'avoir différents modes de déplacement, que ce soit voiture libre-service, que ce soit les Bixi, que ce soit le métro, que ce soit l'autobus. Bon, bref, il y a beaucoup d'options, mais il faut voir comment tout ça pourrait venir se greffer à l'ensemble du réseau, de l'offre de transport à Montréal. Alors, je comprends bien, la réponse, ça serait plutôt avec la STM et non pas comme opérateur privé, tel la Grande Roue du Vieux-Port. Bien, écoutez, j'ai un peu de la misère à savoir peut-être de comment vous vous situez dans tout ça, parce que, comme je vous dis, on est loin. Là, je ne vais pas sortir de mon chapeau, du moins, je ne vais pas faire une conférence de presse sur un monorail. Là, on est vraiment loin de ça. Fait que je ne sais pas exactement, vous situez dans tout ça, mais on pourra en jaser peut-être après. Mais pour sûr, on n'est vraiment pas... On est loin, loin, loin de se demander comment ce projet-là va s'intégrer dans les structures actuelles. Très loin. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. Merci, Mme Plante. Alors, Francis Lapierre de Transparence.
Oui, Francis Lapierre de la Coalition Transparence. J'ai posé ma question à l'Hôtel de Ville, mais on a été incapable de me répondre. Éric Allen Caldwell m'a référé à la RTM. Alors, me voici. En passant, je vous trouve un peu contrôlant sur les mesures à l'entrée, là, de donner la question et aussi notre adresse complète. Je trouve ça un peu contrôlant. Ensuite, deuxièmement, donc, je vais poser ma question. La RTM pourrait-elle nous fournir davantage d'informations sur la facture surprise de 100 millions de dollars à la Ville de Montréal pour des travaux de mitigation dans le dossier du REM et me dire ce que recouvre comme travaux ce terme de mitigation et pourquoi la Ville de Montréal n'en a pas été informée? Merci. Merci beaucoup, M. Lapierre. M. Côté, est-ce que vous voulez prendre la première question ou faire miroir à un de nos experts? On va prendre les experts. Là. Il y a énormément de mesures d'atténuation qui sont déployées dans le contexte des travaux du REM. Ce que vous exprimez par facture surprise de 100 millions de dollars, honnêtement, il faudrait nous le préciser pour voir est-ce que ça réfère à l'une ou l'autre des mesures qui sont en train d'être déployées et pour lequel il n'y a pas de contribution additionnelle demandée aux villes dans le contexte des mesures d'atténuation REM, puisque les villes maintiennent leur contribution au niveau actuel et le gouvernement du Québec, avec la Caisse, contribue pour toute dépense additionnelle qu'on doit déployer pour l'offre de services dans le cadre des mesures d'atténuation REM. Donc, sans plus de précision sur exactement ce à quoi réfère votre 100 millions de dollars, c'est difficile de répondre à la question. Mais courte réponse, le gouvernement et la Caisse financent tous les coûts additionnels liés aux mesures d'atténuation REM. Donc, j'allais faire un complément qu'effectivement, il n'y a pas de mesure surprise ou sinon, il faudra nous donner le détail de ce que vous voulez dire pour voir comment ça s'intègre dans le plan de mitigation. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de facture donnée à Montréal. Le gouvernement du Québec et la CDPQ Infra vont se partager la facture en lien avec les mesures de mitigation. M. Shedler, pour un complément. Dans le même sens, je voudrais compléter, là, c'est que le gouvernement a mis 200 millions dans les mesures d'atténuation, puis il a décidé de les prendre à sa charge avec la Caisse. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Le conseil d'administration, justement, s'est battu pour ne pas avoir à payer aucun montant, parce qu'au début, il y avait été question qu'on paie un certain montant, et le gouvernement a accédé à la demande, et la ministre Rouleau l'a annoncé. Ça va être pris en charge par le gouvernement et la Caisse. Ah, OK. Donc, ce ne serait pas la Ville qui paierait à peu près la moitié de la facture, mais ce serait à ce moment-là le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt qui prendraient la charge, si je bien compris. Oui, il y a des mesures d'atténuation, c'est normal, et ces mesures-là sont assumées par la Caisse et le gouvernement, puis ils ont une entente privée entre eux autres. D'accord. Merci beaucoup. Juste au niveau du contrôle, on a demandé le code postal pour savoir l'origine des gens parce que ça nous permet de savoir... Oui, mais l'adresse aussi complète. Non, l'adresse de courriel. L'adresse de courriel. Ah. Alors, c'est juste pour... c'est pour la demande pour les photos, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça. C'est complet. Là, alors, c'est pour ça qu'on a besoin de communiquer avec vous pour si jamais on a besoin de faire des suivis. Mais le code postal était donc pour savoir votre origine, parce que c'est le fun de savoir la provenance des gens, puis donc votre adresse courriel. Jean-Michel Laliberté de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour l'Assemblée publique. Et ma question est au Conseil. En fait, la RTM a un territoire, elle couvre un territoire qui, somme toute, est calqué sur celui de la CMM, disons à Saint-Jérôme-Près. Ceci étant dit, elle coordonne des services dans plusieurs secteurs qui, dans certains cas, dépassent le territoire de la CMM. Je songe notamment à Sorel et à Saint-Hyacinthe, qui ont des services, en fait, des lignes dorsales, la 700 dans le cas de Sorel, puis la 200 dans le cas de Saint-Hyacinthe, qui vont partir de Sorel ou Saint-Hyacinthe, puis qui après vont descendre chacune des villes jusqu'à Longueuil. Donc, en fait, en ce moment, les usagers utilisent ces lignes-là, entre autres, pour se rendre à l'hôpital et au cégep, donc se rendre du territoire de la RTM vers l'extérieur, puis bénéficient d'une intégration tarifaire, soit la tram 8, soit un titre local de leur opérateur EXO. Donc, j'aimerais savoir, en fait, dans la refonte tarifaire, est-ce qu'il va continuer d'y avoir une intégration tarifaire avec ces villes-là qui sont en dehors du territoire de la RTM, mais vers lesquelles convergent des services très importants? La réponse est oui.
si les municipalités souhaitent continuer de se prévaloir de ce privilège-là, d'adhérer à l'intégration tarifaire. Donc, ça va être une adhésion volontaire de la part des villes hors territoire. Vous avez nommé Saint-Hyacinthe, il y a Sorel, on pourrait penser à Valleyfield, Armstrong et compagnie. Il y en a toutes, on ne peut pas les forcer à adhérer, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent adhérer. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Mathieu Vic, donc du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Mathieu Vic, un chercheur au Syndicat canadien de la fonction publique. Peut-être juste une petite parenthèse avant de commencer. J'avais co-signé une lettre avec un collaborateur d'Options Transport Durable qu'on vous a fait parvenir à chacun et chacune d'entre vous, je pense, au mois de janvier, sur ce que nous, on juge sont des augmentations alarmantes, possiblement des taxes municipales ou des taxes spéciales et aussi de la tarification. Je veux juste que vous sachiez que ce n'est pas une critique de votre travail du tout. Hein. C'est parce qu'on est réellement inquiet. Si vous pensez que nos chiffres ne tiennent pas la route, dites-nous-les. Moi, je serais beaucoup moins inquiet, mais c'est des chiffres, on repose vraiment sur les chiffres de la Caisse. Puis aussi, nos chiffres sont très similaires aux chiffres qui sont retrouvés par l'Institut de recherche en économie contemporaine. Alors, on n'essaie vraiment pas de dire n'importe quoi. Alors, j'étais un peu déçu, mais j'étais à la séance publique de l'ARTM il y a quelques semaines à la Maison de développement durable. Alors, j'espère vraiment que les consultations sur la refonte tarifaire vont permettre de vraiment faire la lumière là-dessus, puis ça va être des consultations larges où il va y avoir une pleine participation de la société civile. Ma question a un peu été demandée déjà en fait, là, mais peut-être que je la pousserai juste un peu plus loin. Alors, j'étais vraiment heureux d'entendre que l'ARTM veut avoir le mandat d'étudier un prolongement du REM. D'une part, je pense que c'est juste logique que si on étudie un prolongement du REM, qu'on étudie l'impact sur le réseau actuel, l'impact sur le reste du réseau dans le reste de la CMM, c'est une bonne chose. Puis aussi, on a de l'expertise à l'interne, on a des gens super compétents à l'ARTM qui peuvent faire ce travail-là, je pense. Puis deuxièmement, puis c'est ce que j'ai entendu en les branches, puis peut-être que ce n'est pas ce qui s'est passé, vous me le direz, mais on m'a dit que la dernière fois, le REM, la Caisse a étudié le projet, on a annoncé que c'était un bon projet, puis là, beaucoup plus loin dans le processus, on a dit « Ah, voici l'entente, 72 cents par passager kilomètre. » Puis les gens à l'interne ont dit « Oh, wow, c'est cher ça. » Mais il était trop tard. Alors, j'espère que cette fois-ci, l'ARTM pourrait avoir ce mandat-là pour qu'on puisse voir ces choses-là un peu d'avance. Alors, ma question pour aller un peu plus loin, vous avez dit que l'ARTM, vous aimeriez qu'elle participe dans ce genre de choses-là, mais est-ce que c'est comme collaboratif ou est-ce que ce serait consultatif ou est-ce que ce serait plus vraiment avoir le mandat d'étudier précisément un prolongement avec l'impact sur tout le reste du réseau public? Merci. Merci beaucoup, M. Vic. Alors, M. Schedler? D'abord, c'est sûr qu'on veut un mandat qui va tout intégrer. C'est notre mandat. Mais il y a eu une décision de prise avec la Caisse. D'abord, on travaille déjà avec eux, mais on voudrait être intégré dans le mandat pour être sûr qu'on puisse se suivre, parce que le gouvernement a pris la décision de leur octroyer le mandat. Donc, on veut s'assurer qu'on va être partie tenante à ce mandat-là. Quant au coût du RTM, du RM plutôt, à 72 sous, globalement, le gouvernement va venir en payer 85 % de tout. Et donc, les municipalités de la grande région métropolitaine vont payer 15 % seulement de ces coûts-là. Alors, donc, je pense, entre nous, que c'est un bon deal. C'est pas ce que nos chiffres disent, mais si je vois vos chiffres, puis c'est ce que ça dit, je vais être... J'aimerais savoir vos chiffres, mais quand vous payez 15 % c'est un bon deal. Ça dépend. Ça dépend. Bien, on peut payer 10, mais pour l'instant, c'est 15. Bien, merci beaucoup. Et on y va donc pour l'avant-dernière question. Simon Laporte de l'ATCRS. Oui, bonjour. Donc, ma question porte sur la refonte tarifaire. Donc, vous avez réalisé un sondage récemment par rapport à la refonte tarifaire qui rapportait que la grande majorité de la population était favorable à la tarification sociale. Il y a aussi la mairesse Plante qui s'est posée favorable à la tarification sociale. Donc, j'aimerais savoir où en étiez-vous dans votre réflexion par rapport à l'implantation de cette mesure-là dans la future refonte tarifaire et qui comptez-vous faire payer? Est-ce que c'est les usagers ou c'est Québec? Qui veut plonger? Daniel? Où est-ce qu'on en est? On est en train en fait, c'est un mandat qui s'examine en parallèle avec la refonte tarifaire, puisque les paramètres de la tarification sociale doivent s'arrimer à la structure tarifaire qui va être en place. Ceci dit, différents scénarios sont examinés. Les niveaux de tarification selon le revenu et de rabais qui peuvent être consentis. Ces deux paramètres-là déterminant le coût pour la société de la tarification sociale.
Et quant au mode de financement, les portes sont ouvertes. Ça va faire partie d'une consultation aussi. Qui doit payer? Est-ce que c'est l'ensemble des usagers qui, à travers une hausse de tarifs, paient pour ça? Est-ce que c'est une source de financement spéciale dédiée par le gouvernement du Québec? Les options sont sur la table et on va consulter les différents intervenants, notamment les usagers, pour avoir leur vue à cet égard. Merci beaucoup, M. Laporte. Finalement, notre dernier intervenant, Drew J. Vous êtes de quelle organisation déjà? Bonjour, je suis de Drew J. Et je suis des Amis de service public. Merci. Merci. Donc, je vais essayer de ne pas dire des choses controversées. On sait qu'on vit dans une crise climatique où on doit quasi éliminer les automobiles qui brûlent des hydrocarbures dans les prochaines 10-20 années. On sait bien qu'on est dans une crise des inégalités profondes. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Puis on sait aussi qu'on est dans une crise d'accessibilité, non seulement à la logement, mais aussi à la ville. Et dans ce contexte-là, on a augmenté les frais, les tarifs pour le réseau. Puis nous, ce qu'on demande, c'est pourquoi pas aller dans le sens in the other direction. Donc, Vous êtes plus à l'aise en anglais, je pense que les intervenants comprennent. Oui, c'est correct. Donc, nous voulons vous présenter une pétition qui a été signée par des centaines de personnes. Puis, ce n'est qu'un début, mais on vous présente les premières signatures. Puis, on a aussi une copie d'un livre qui s'appelle Free Public Transit, qui parle beaucoup de comment c'est une bonne chose, la gratuité. Donc, on sait bien que vous n'êtes pas en mesure d'implémenter la gratuité, mais je pense qu'on est tous d'accord que vous êtes en mesure de la proposer. Donc, moi, ma question, c'est, après la présentation des signatures, c'est pourquoi pas proposer à tous les paliers de gouvernement la gratuité et l'expansion massive des transports en commun. Merci. Merci beaucoup. Donc, on reçoit ça. J'imagine, est-ce qu'il y a une chose, peut-être, oui, c'est ça, M. Côté, voilà. Avec vos signatures et votre lecture. Donc, les signatures et la lecture. Merci beaucoup. Plus d'une centaine, mais il disait que c'est le début d'une démarche, hein, c'est ça? Donc, Monsieur J, c'est à peu près 900. 900, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez quand même, M. Côté, intervenir, M. Shedler? On prend bonne note de votre demande. Là. On va l'étudier fortement, mais il faut financer 950 millions. Il faut trouver 950 millions. Mais allez-vous demander, proposer un plan pour la gratuité aux autres paliers du gouvernement? On va regarder ça dans la réforme tarifaire si on fait cette proposition-là. Excuse-moi? On va regarder dans la réforme tarifaire si on veut faire cette proposition-là. OK, merci. Bien, merci à vous. Merci. Merci à tous pour vos questions. Vraiment, oui. Je pense que ça vaut la peine. Une bonne main d'applaudissements. Je suis vraiment impressionnée par la connaissance, par votre connaissance et votre engagement envers la mobilité. Vraiment, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup d'avoir contribué donc à cet échange-là. C'est seulement le deuxième échange du genre, hein, et je pense que ça va gagner en popularité. J'invite maintenant le directeur général de la RTM, M. Paul Côté, à venir présenter les faits saillants du rapport d'activité 2018. Bien, bonjour à toutes et à tous, membres du conseil d'administration, chers collègues, représentants du ministère, merci d'être parmi nous. J'aimerais remercier évidemment tous les citoyens qui se sont déplacés ici aujourd'hui et ceux qui nous regardent en direct. C'est un réel plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Pour une organisation en croissance comme la nôtre, beaucoup a été accompli en 2018.
Et votre intérêt envers les dossiers de la RTM est très motivant. Votre présence ici le prouve. Vous le devinez, nous avons mené de front plusieurs dossiers au sujet du transport collectif et de la mobilité, mais aussi en tant qu'organisation. En effet, en 2018, nous avons embauché les effectifs nécessaires pour réaliser notre mandat, en conformité avec le plan d'effectifs approuvé par notre conseil d'administration. Nous avons établi notre mission, notre modèle de gestion et nos valeurs, qui sont l'engagement, le respect et l'esprit d'équipe. Nous avons rassemblé en un seul espace de travail l'ensemble de nos employés et veillé à ce que l'environnement de travail réponde aux besoins, soit convivial et rende le travail de nos employés efficace. Bref, nous avions du pain sur la planche et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Tout au long de l'année, 4 principes nous ont animés: la collaboration, l'adaptabilité, l'agilité et la sensibilité au développement durable. Aujourd'hui, quelques jours après notre 2e anniversaire, nous sommes maintenant une centaine d'employés, tous installés dans les mêmes locaux, animés par le désir d'améliorer la mobilité des citoyens de notre région. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui nous anime tous les jours et c'est la raison d'être de l'autorité. Au cœur de nos préoccupations sont les usagers et les citoyens. Plusieurs projets ont occupé et occupent quotidiennement nos équipes, appuyés par le Conseil et ses comités. Je me permets aujourd'hui de faire le survol des plus stratégiques d'entre eux sans minimiser évidemment les efforts investis dans les autres. On en a parlé ici, et nous en avions fait mention l'an dernier, mais je veux revenir sur le projet du REM. Le plus important projet de transport collectif des 50 dernières années verra bientôt le jour. Le REM, propulsé à l'électricité, entièrement accessible universellement, transformera la façon dont les gens se déplaceront dans la région grâce à des trajets rapides, fréquents, connectés au métro et au réseau d'autobus, du service 20 heures par jour, et j'en passe. En 2018, l'Autorité a négocié et signé des ententes de gestion et de réalisation du REM, dont celle qui permettra son intégration totale au réseau actuel de transport collectif. Ceci est primordial pour assurer la réussite du projet, mais surtout pour rendre aux citoyens un service qui soit le plus efficace possible et qui réponde à leurs véritables besoins de mobilité. En plus de préciser les rôles et responsabilités de chacun des partenaires du projet, ces ententes permettent de baliser et d'encadrer différents aspects reliés à sa réalisation, à son exploitation et son intégration sur le territoire. Depuis quelques mois, les organismes publics de transport en commun sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour planifier les réseaux de transport par autobus qui amèneront les usagers et les citoyens de la région vers le REM. Ce travail est réalisé en collaboration et toujours dans l'optique de livrer un service efficace, fluide et pertinent. On sait que les travaux de construction du REM occasionnent une période de transition difficile, et on en a parlé tout à l'heure, notamment pour les usagers des lignes de train de Deux-Montagnes et de Mascouche. Le quotidien de ces usagers sera bouleversé, et les gens sont inquiets, M. Pépin l'a mentionné, et on comprend ça. Et c'est pourquoi nous avons été très actifs dans ce dossier, et ce, dès que nous avons pris connaissance des détails du projet. Dès le printemps 2018, lors de la confirmation du phasage du chantier du REM, l'Autorité régionale de transport métropolitain a rassemblé l'expertise et les efforts des partenaires de la mobilité pour la mise en place de solutions concrètes pour atténuer les impacts du chantier sur les usagers. L'année 2018 a été celle où la stratégie d'atténuation a été identifiée, cristallisée. Notre objectif, maintenir les liens de transport collectif vers le centre-ville de Montréal, même durant les travaux du REM. Trouver des solutions concrètes et efficaces pour les citoyens de la région était et est toujours la priorité numéro 1. Les efforts de tous les partenaires se poursuivent pour détailler les trajets et les horaires des services et les navettes qui seront mises en place à compter de janvier 2020. Nous sommes à pied d'œuvre pour annoncer ces mesures précises à la rentrée d'automne. Voyez-vous, François? C'était marqué là, je n'ai pas inventé la réponse. À temps pour informer la clientèle et les accompagner lors de la fermeture du tunnel Montréal, qui est prévue quand même pour janvier 2020, ce qui est quand même pas si loin.
Mais évidemment, ce n'est pas tout. La RTM a reçu à sa création le mandat d'élaborer un plan stratégique de développement. Et nous en avons parlé, notre président vous en a fait part tout à l'heure et on en a un peu discuté. Nous l'appelons affectueusement le PSD. Vous savez, les acronymes dans notre business, on vit de ça. Alors, on va l'appeler PSD pour le moment. L'année 2018 nous a permis de préparer la démarche du PSD et d'entreprendre certaines études pour jeter les bases d'une compréhension commune de l'état de la mobilité sur notre territoire. Au moment où je vous parle, nous avons engagé la conversation avec des partenaires, des experts, des usagers, des citoyens et le public dans cette unique opportunité qui nous est donnée de planifier collectivement la mobilité de demain et de se projeter dans les 30 prochaines années. À travers le PSD, nous allons définir pour le territoire une vision du développement des transports collectifs et de la mobilité des personnes, incluant celle à mobilité réduite. Et le transport adapté est une préoccupation réelle au niveau de l'autorité et elle aura sa place dans la planification des services pour les années futures. Nous allons également définir les équipements, les infrastructures et les services requis. Mais nous ne menons pas cet exercice seuls. Ce plan est élaboré en collaboration avec tous les partenaires de la mobilité et les citoyens sont au cœur de la réflexion. Ce plan aura des points d'ancrage très forts. D'abord, il tiendra compte des cibles établies par la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, qui vise, entre autres, à offrir davantage d'options pour se déplacer, à ce qu'il y ait moins de déplacements en auto solo, et on en a parlé tout à l'heure, à diminuer les gaz à effet de serre émis par les transports. Le plan stratégique de développement répondra aussi aux attentes de la communauté métropolitaine de Montréal, relativement à la contribution à la hausse de la part modale du transport collectif et l'optimisation du développement urbain. Nous avançons donc dans cette démarche fondamentale pour notre organisation. Au début de l'année, la plateforme web Parlons Mobilité a été lancée. Ce site vise à informer la population et à présenter un portrait global de la mobilité dans la région en vue de plusieurs moments de consultation publique qui auront lieu un peu plus tard cette année. Je vous invite donc à visiter le www.parlonsmobilité.québec, pas d'accent, et à partager cette plateforme qui regorge d'informations. Je profite d'ailleurs aussi de l'occasion pour vous inviter à participer à ces consultations qui prendront différentes formes et vous permettront encore de venir vous exprimer sur le thème de la mobilité. Certains d'entre vous le savent, mais parallèlement, et on en a parlé abondamment tout à l'heure, parallèlement au travail sur le PSD, nous avons aussi le travail sur la refonte tarifaire. Lorsqu'elle a été créée, la RTM s'est vue confier le mandat de simplifier la tarification des services sur son territoire. Nous avons hérité à notre création de 750 titres de transport, 17 grilles tarifaires différentes administrées. Alors, le travail de simplification est assez évident. Afin de rendre le système plus simple pour la clientèle, plus attrayant pour les citoyens, nous nous sommes mis à l'ouvrage. Depuis 2018, les chantiers de travail évaluent, examinent et réfléchissent à l'avenir de la tarification en transport. Le cadre et les pratiques tarifaires, c'est-à-dire le système tarifaire qui sert à établir les tarifs, les approches utilisées selon lesquelles nous tarifons les zones, les heures de la journée, le mode de transport utilisé, etc. Deuxièmement, la technologie au service de la tarification. Comment bien utiliser la technologie afin qu'elle soit au service de l'expérience du client. Et un chantier d'importance qui nous mobilise tous, et encore une fois, dans les questions préalables, on en a parlé, la tarification sociale. Dans ce chantier, nous étudions les diverses formes que prend la tarification sociale, ici au Canada et ailleurs dans le monde. Nous analysons comment il est possible de permettre au plus grand nombre d'utiliser donc le transport collectif. Nous avons aussi mis en ligne le microsite Parlons Tarification, qui informe les citoyens sur les éléments considérés par l'autorité dans la refonte du système tarifaire et qui leur permet de participer de manière éclairée à cet exercice. À travers tous ces grands dossiers qui nous occupent, nous ne faisons pas cavalier seul. Nous travaillons, comme je l'ai dit tantôt, étroitement avec les organismes publics de transport collectif qui sont responsables de l'exploitation des services et du contact quotidien avec les usagers. Nous avons créé des partenariats avec nos principaux interlocuteurs tout au long de l'année. M. Chadler a mentionné tout à l'heure la signature des ententes avec l'EXO, le RTL, la STL et la STM. Ces ententes démontrent que nous avons été en mesure d'apprivoiser nos nouveaux rôles au cours des dernières années, tous rassemblés par l'objectif de satisfaire les attentes des usagers. Notre collaboration avec les partenaires de la mobilité, les différentes instances gouvernementales, les municipalités, la CMM, ainsi que notre dialogue constant avec la société civile est d'une grande richesse.
Je suis convaincu qu'elle contribuera à nous propulser vers les prochaines années qui seront assurément riches en défis, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, les prochains mois seront très occupés. Consultation, adoption du PSD, poursuite de la démarche de la refonte tarifaire, concrétisation du projet de la ligne bleue du métro de Montréal, poursuite des travaux sur la CRB P9, tout en assurant une connexion à la future station de métro de la ligne bleue, l'avancement des études des initiatives du plan de 2018-21 dont on a parlé, la continuation du travail avec nos partenaires associatifs au niveau du transport adapté et de la mobilité, analyse des données de l'enquête origine-destination et la poursuite du travail de mise en place des mesures d'atténuation pour le REM. En terminant, j'aimerais remercier chacun des employés de l'Autorité pour leur dynamisme, leur dévouement et leur passion envers notre mission. Avec respect, engagement et dans un véritable esprit d'équipe, ils ont relevé, croyez-moi, de nombreux défis depuis le début de nos activités en juin 2017. 2 années extraordinaires dont je me souviendrai très longtemps. Je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui ont contribué, collaboré de près ou de loin à la consolidation de la plus importante refonte de la gouvernance du transport collectif au Québec. Merci également et particulièrement aux administrateurs du Conseil et à son président, M. Shedler. Votre engagement, votre implication mérite d'être souligné. 102 réunions de comité, 16 conseils d'administration. Il faut le faire quand même, dans une année, là. C'est beaucoup de temps pour eux autres, imaginez-vous, pour nous. Au nom de mes collègues, donc, je vous en remercie. Ça a été 2 années mouvementées, riches en activités et en émotions, et j'ai grandement apprécié le support et le soutien que vous nous avez apporté. L'Autorité est définitivement vivante, efficiente et plus pertinente que jamais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Côté. Effectivement, je pense que vous nous avez bien présenté les différents chantiers qui vous animent. On comprend ce qui fait en sorte que vous vous réunissez tant que ça. Il y a du pain sur la planche. Moi, je retiens une chose, c'est vrai pour la tarification, mais je pense que c'est vrai pour la mission que vous avez, c'est d'être simple et attrayant, de rendre le transport collectif simple et attrayant par la tarification, par l'accès. Et je pense qu'il y a beaucoup de piliers qui sont en train de se mettre en place pour être capable d'y parvenir, puis de répondre aux différents enjeux qui ont été énoncés ici par les gens dans notre 2e rencontre publique. Alors, merci encore beaucoup. J'inviterai pour le mot de la fin M. Pierre Shedler. Effectivement, 102 rencontres, c'est beaucoup de rencontres, je peux vous dire ça. J'ai participé à 101. Au moins, ma femme sait où je suis. Alors, vous le constatez encore une fois, comme Paul vient de mentionner, beaucoup de travail a été accompli au cours de la dernière année par les administrateurs et les membres de l'organisation, que je remercie également. La structure de l'organisation est en consolidation. C'est une jeune entreprise. Et nous continuons à mener de front de grands travaux de planification, d'organisation, de financement et de promotion des transports collectifs. D'ailleurs, on l'a vu par vos questions tantôt. Les prochaines étapes qui nous attendent sont stimulantes et nous avons la ferme intention de les franchir en collaboration avec nos partenaires municipaux et du transport et avec nos parties prenantes. Nous mènerons encore cette année et l'an prochain de dossiers importants pour l'avenir de la mobilité pour la région, pour les usagers des services, c'est-à-dire vous, pour les citoyens, et nous comptons le faire en partenariat avec les acteurs du milieu du transport et de la mobilité. Je vous remercie et à l'an prochain. Merci beaucoup. Je veux vous remercier tous et toutes d'avoir pris ce temps-là pour réfléchir, pour venir éclairer nos dirigeants sur vos préoccupations sur le transport collectif et la mobilité durable. C'est important, je trouve que ça nous connecte, hein, ça nous assure d'être sur la bonne voie. Moi, ça m'a permis de comprendre vos préoccupations, mais aussi de savoir où nous mène la RTM. Là, M. Gertin, est-ce qu'on a bien rempli toutes les procédures? Est-ce qu'on peut dire la séance est levée?
Alors, la séance est levée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bye-bye. Merci.